Donc, je suis kiné, je suis aussi psychothérapeute et puis j'ai un parcours en éthique médicale. Donc, en gros, voilà, je suis passionnée par l'humain. Et je vous avoue que ces 3 dernières années, j'ai vraiment, comme nous tous, j'ai été perturbée par la réaction. Et je vais essayer de vous partager les clés qui, en tout cas, m'ont été utiles pour garder espoir, pour mieux appréhender cette époque. Et c'est ce que je vais essayer de faire en 3 parties, rapidement. Donc, la première partie, je vais vous brosser un tableau rapide des techniques de manipulation des foules ou ingénierie sociale. En fait, c'est synonyme. Qu'on a vécu collectivement. D'accord ? Ils n'ont rien inventé, hein, ça existe depuis à peu près un siècle. Voilà. Donc, première partie, tout ça, en fait, constitue vraiment un choc, un traumatisme collectif. Donc, je vais vous parler de ça en première partie. Et en deuxième partie, j'aimerais qu'on aborde à l'aide d'une courbe, en fait, qui est très connue en psychologie, au niveau des émotions, comment on l'a vécu individuellement. Et enfin, une petite ouverture sur la communication, parce que je pense que vraiment, des gens trop résistants, mais aussi avec les gens, tout le monde, les gens qui n'ont pas le même avis que nous, je pense qu'il faut vraiment, la priorité, c'est qu'on reste en lien et qu'on ne se divise pas. Alors, pour rappeler justement un terme qui a été évoqué dans la matinée, la doxa dominante, en gros, c'est l'opinion commune. En tout cas, toutes les mesures liberticides qui ont été prises ont reposé en mars 2020 sur cette doxa dominante, ça a été résumé par Laurent Mukfieli, un sociologue, qui était que, le virus était une menace mortelle pour l'humanité. Deuxièmement, on ne savait pas soigner la maladie. Bon, a priori, à Marseille, oui, à l'IHU, mais pas ailleurs. Troisièmement, la seule solution, du coup, c'était le confinement, évidemment. Et on aurait été sauvés uniquement. La seule baguette magique, c'était éventuellement un vaccin. Donc, toutes les mesures ont reposé sur cette doxa. Alors, vraiment, je vous invite, je n'ai pas d'action pour le livre, mais je pense que vraiment, c'est un roman, il faut souligner, donc c'est Laurent Gounel qui a écrit Le Réveil, et c'est un des rares intellectuels, un des rares romanciers à avoir pris vraiment position. Et en fait, à l'intérieur, il a vraiment détaillé, à l'intérieur du roman, toutes les techniques de manipulation qu'on a vécues, et il revient, en fait, au précurseur peut-être de McKinsey, en tout cas de cabinet de conseil, c'était Édouard Bernays. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. En fait, c'était le petit-neveu de Freud. Voilà, en fait, il s'est servi des connaissances de tonton Freud, sachant que l'être humain fonctionne plus à l'émotionnel qu'à la logique, en fait, qu'au rationnel. Pour lui, clairement, les peuples sont idiots, donc il faut les manipuler. Donc, il est né à peu près, il a exercé, il a œuvré autant auprès des gouvernements que des sociétés privées dans les années 1920 aux États-Unis. Et il pensait donc que la manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées par des masses jouait un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Alors, les techniques qu'on a vraiment subies collectivement de manipulation, tout d'abord, la stratégie du choc. Parce que ce qu'il faut savoir, alors c'est un titre d'une auteure, Naomi Klein, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous voulez, l'idée, en gros, c'est qu'on ne change pas des normes sociales du jour au lendemain, on ne change pas les habitudes, sauf si on crée vraiment la peur dans des peuples. Concrètement, je ne sais pas parmi vous, mais avant mars 2020, moi, je voyais quasiment personne dans la rue avec un masque. Voilà. Et à part en Asie, c'était dans la culture. Voilà. Et vraiment, pour changer de normes, il faut vraiment créer un choc. Et les chocs, ça peut être une guerre, une crise économique ou, comme par hasard, un virus. Donc là, c'était bien trouvé. Ensuite, une autre technique qui est répertoriée dans le bouquin, c'est infantiliser les gens. On nous a quand même appris comment nous laver les mains, parce qu'on ne savait pas, avant Olivier Véran, comment se laver les mains, comment ouvrir les fenêtres, comment aérer. D'accord ? Alors, une technique, voilà, comment mettre un masque. Une autre technique de manipulation des foules très connue, ce sont les injonctions paradoxales. Alors, c'est vraiment un mode de communication qui rend fou, en fait, qui rend fou concrètement. C'est-à-dire que vous dites tout et son contraire à l'intérieur d'une même phrase. Par exemple, on nous a dit prenez soin des personnes âgées, mais laissez-les toutes seules. D'accord ? Ou alors, chez les jeunes, chez les ados,
On leur a dit pas trop de sport, pas trop d'internet, pas trop de grignotage, mais il y avait le couvre-feu et les salles de sport étaient fermées. Alors, instaurer les clivages, ça c'est vraiment une technique très connue depuis plus d'un siècle par les gouvernements. C'est-à-dire qu'on a les bons citoyens d'un côté, à qui on donne la Légion d'honneur, parce qu'ils sont bien injectés, enfin en tout cas ils font croire. Ils ont le masque. Et de l'autre, vous avez les complotistes, les mauvais citoyens. D'accord ? Donc vraiment, on clive la population. Ça, c'est vraiment conseillé quand on veut, après, faire passer un petit peu des... En tout cas, influencer les gens, manipuler les gens. Ensuite, on va stigmatiser, du coup, les résistants. OK ? Donc ça, c'est une technique très connue pour diviser les gens. D'abord, on va les étiqueter. D'accord ? Donc on est des anti-vax, on est des complotistes. On stéréotype, on les sépare, ils n'ont plus accès à la vie sociale, culturelle. Et puis après, on peut carrément les discriminer. Il y a quand même eu sur des plateaux télé, vous vous rappelez, des médecins qui ont suggéré l'idée de ne pas soigner les... Hein, voilà, en réanimation, de ne pas soigner les non-vaccinés. Ensuite, très important, donc toujours pareil, s'adresser à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. On a quand même vu parmi des gens très, très diplômés, d'ailleurs, avec des discours quand même assez bizarres. Culpabiliser et flatter en même temps. Donc, on a culpabilisé les non-vaccinés, ceux qui ne respectent pas en fait la doxa dominante. Oui, je voulais juste revenir sur cette idée de doxa dominante en vous disant que c'est quand même un verrou très important qui va maintenir les gens dans le déni. Si vous pensez que les autorités sanitaires ou les gouvernements vous veulent du bien, tant que vous avez ce verrou-là, vous n'allez pas pouvoir vous réveiller. Hein. Ensuite, bon, voilà, je ne vais pas tout vous détailler, pratiquer la gradualité. Alors ça, c'est très connu. Si on vous annonce que vous allez rester confiné 3 mois, en général, on va dire non. Par contre, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça passe, comme on dit. Ça s'appelle un pied dans la porte, hein, psychologie sociale, pour les commerciaux. Et enfin, toujours dans le roman, pour terminer cette première partie, les autres seront plus rapides, la charte de Biderman. Alors, c'est un sociologue américain qui, en fait, répertorié 8 items des tortures psychologiques qu'ont vécu les prisonniers américains aux mains des communistes chinois pendant la guerre de Corée. Et donc, il a donné 8 items. Alors, je ne m'avance pas trop. En intensité, ce n'est pas la même chose. Mais quand même, au niveau de la nature, il y a quand même des similitudes. Vous avez l'isolement. Une des tortures psychologiques, c'est d'isoler les gens. Donc, on a quand même été confinés. On monopolise la perception. Alors ça, c'était une technique de diversion, c'est-à-dire que pendant un moment, on ne vous parle que d'un seul sujet. Et du coup, on oublie tout le reste. Donc ça, c'est très, très connu comme torture psychologique, comme lavage de cerveau. Et ensuite, on va induire, alors oui, des actes débiles. Il ne faut quand même pas oublier qu'on s'est rempli des auto-attestations pour aller faire pisser son chien. Voilà, donc on s'est autorisé... Donc c'est connu, ça aussi comme torture psychologique, des actes un petit peu débiles. Les menaces, 135 € si vous n'avez pas le masque. Les indulgences occasionnelles, ça c'est aussi ça fait partie des tortures psychologiques. En gros, on souffle le chaud et le froid. De temps en temps, il y a le couvre-feu, on l'enlève, on le remet. Et enfin, des exigences dénuées de sens. Il ne faut quand même pas oublier que dans les supermarchés, on n'avait pas accès ni aux livres, parce que le virus circulait apparemment au milieu des livres, et au milieu des culottes et des chaussettes. Voilà, il y avait quand même des barrières, on n'avait pas accès. Donc ça fait partie des tortures psychologiques, en tout cas connues. Tout ça pour vous dire que collectivement, on a vraiment subi des techniques d'ingénierie sociale qui sont très connues et qui constituent un choc émotionnel à différents niveaux selon votre personnalité. Ce schéma, en fait, vous le connaissez sûrement, certains d'entre nous, c'est un schéma très connu, en fait, un graphique, la vallée des larmes, qui est utilisé quand des personnes vivent un deuil ou alors subissent un licenciement ou un divorce. Voilà. Et alors, il y a Philippe Bobola qui l'a repris pour justement en 2020, en disant que tout ce qu'on a vécu au niveau géopolitique, économique, sanitaire, ça constitue un choc. Et donc, il propose plusieurs étapes. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais déjà de voir que du premier côté de la vallée, vous avez une baisse énergétique. D'accord ? C'est quand même des vibrations, on parlait d'énergie tout à l'heure, des vibrations assez basses du côté gauche. Après, je vais vous les expliquer.
Et à droite, on commence à remonter la vallée. Au niveau énergétique, on commence à vibrer plus positif quand même. Au tout début, donc le déni. Moi, j'avais en cabinet une patiente qui essayait désespérément de montrer des vidéos à son mari du Conseil scientifique indépendant. Il ne voulait rien voir. Voilà. Il ne voulait même pas les regarder. Tout ça pour se maintenir dans le déni, qui est quand même un mécanisme de défense connu. Okay. Et rester bienveillant, parce qu'après, c'est vrai qu'on peut comprendre que certaines personnes restent dans le déni, parce que si, par exemple, elles ont été injectées, ça peut être après même malfaisant pour eux de s'intéresser aux effets secondaires. Donc voilà, il y a des gens qui vont rester fixés dans le déni, puis il y a des gens petit à petit qui vont commencer à se réveiller. Donc je pense qu'en tout cas, on a dû tous passer en tout cas parmi vous, par la colère. Et la colère, c'est vraiment elle a deux composantes. Elle a deux dimensions intéressantes. La première, elle permet de nous indigner. Donc c'est quand même une composante positive. Parce qu'en fait, on va s'indigner contre l'injustice et on va se mettre en action, en mouvement. Donc la colère est quand même utile. Par contre, l'idée, c'est de ne pas rester quand même complètement fixé à cette étape, parce qu'il y a une deuxième dimension dans la colère qui est l'agressivité. Et c'est vrai que là, on est plutôt dans des énergies qui commencent à être un peu basses et pas bien pour nous-mêmes, sans juger. Hein. Mais plus ou moins, on va quand même traverser cette étape. Ensuite, on va avoir la peur et la déprime. Bon, à un moment donné, on peut se dire, avec toutes les informations qu'on a accumulées, toutes les vidéos qu'on s'est regardées, on peut se dire, je ne vais jamais retrouver ma liberté, le système de soins, j'ai peur de tomber malade parce que je ne vais pas être soignée. Donc, on peut vivre aussi dans la peur. Et tout en bas, avoir des moments de tristesse. Et enfin, alors ça ne se maîtrise pas, hein, mais petit à petit, on commence à accepter, se sentir un peu mieux, avoir les énergies qui remontent, on va dire, et se dire, comme on disait tout à l'heure, qu'on peut finalement pardonner, je ne sais pas, mais en tout cas, avoir une quête de sens, se dire qu'on a rencontré quand même des gens formidables, peut-être remettre en question aussi son ancien mode de vie, d'accord ? Donc voilà, vraiment, vous avez ces étapes, à vous de voir. Moi, je trouve qu'il est utile pour voir où se situent même aussi les gens avec qui vous allez communiquer après, à quel stade ils sont, individuellement. Et au niveau de la communication non violente, alors je voulais quand même vous parler de Mathias Desmet, parce que j'ai adoré ses chiffres. C'est un spécialiste des états totalitaires. Et il nous explique que d'emblée, quand on rentre dans un état totalitaire, ou en tout cas quand on commence à perdre des libertés groupalement, on va avoir 3 catégories de personnes. On va avoir 30% de résistants d'emblée. Donc après, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a quand même des typologies de personnalité. N'est pas résistant qui veut, mais en tout cas, 30% de personnes d'emblée vont être résistants. Après, vous avez 30% d'endoctrinés. En gros, ce sont les gens sous hypnose. On les repère quand même vite. Hein, voilà. Je ne veux pas les juger, mais c'est quand même compliqué de communiquer avec eux. On peut essayer, mais de loin. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la 3e catégorie. C'est les 40% dits normatifs. Donc normatifs, en gros, ce sont les suiveurs de la doxa dominante, comme les endoctrinés, à part qu'ils n'y croient pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent juste ne pas être rejetés. Ils ne veulent pas être la brebis galeuse. Alors, ça peut se comprendre. Et donc moi, mon idée, quand même, c'est d'essayer petit à petit de communiquer, qu'on récupère ces gens-là qui sont justement du côté de la vallée. Peut-être ils commencent à être tristes, ils ont commencé à sortir du déni, à réaliser tout ce qui s'est passé, mais ils ont peur d'être rejetés du groupe. Parce qu'il faut quand même savoir que d'être rejeté d'un groupe, au niveau anthropologique, alors il y a ça c'est Jean-Dominique Michel qui nous a appris dans une formation qu'en fait, les zones du cerveau qui sont activées quand vous êtes rejeté du groupe, donc quand même on a été rejeté du groupe, rien que le fait de ne pas mettre un masque, et vous avez 50 personnes qui l'ont autour, physiquement et au niveau du cerveau, la même zone du cerveau qui est activée pendant que vous êtes rejeté du groupe, c'est la même zone quand vous avez une douleur physique intense. C'est-à-dire quand vous faites une fracture de la jambe ou du bras, vous avez les mêmes zones de cerveau qui sont activées que quand vous êtes rejeté de votre groupe social. D'accord ? Donc pour vous dire quand même, développer la bienveillance quand même, parce que c'est pas évident d'être un résistant, et les gens normatifs ne croient pas à la doxa, sont pas convaincus, mais ils ont juste fait ça pour pas avoir de problème et pour pas souffrir. Et d'ailleurs, les résistants, ça c'est ma petite hypothèse, je pense que si on s'est vraiment regroupé, enfin moi ça a été viscéral, d'aller dans la rue, faire une manif, j'en avais jamais fait avant, c'est justement pour se recréer un autre groupe aussi, je pense, parce que c'est vraiment très très dur. Donc moi, ma petite hypothèse, c'est que si on récupère ces 40%, on sera quand même 70% à plus être endoctriné avec la doxa dominante. Donc ça, c'est ma petite hypothèse. Hein. Et pour terminer, j'ai essayé de faire vite. Hein. Désolée, je n'ai pas trop respiré.
mais il y a beaucoup de monde. Mon idée, c'est vraiment, sachez que quand vous êtes du côté de la vallée tout à l'heure, vous vous rappelez, colère, voilà, déni, colère, en fait, vous vibrez quand même assez négatif si vous êtes surtout fixé à l'agressivité. Et un homme ou une femme en colère ne convainc pas. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer des gens qui sont en bas de la vallée, qui sont normatifs, d'accord, et que vous avez envie petit à petit de leur glisser des informations, essayez de ne pas les agresser, ou le jour où vous êtes très énervé, bah là, à la salle de sport, faites de la boxe, mais ne parlez pas à ce moment-là, parce que vous allez au contraire les faire remonter dans le déni, d'accord? Ils vont avoir peur, vous allez leur faire peur, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part juste si vous voulez vous défouler. Philippe Bobola parle d'être un résistant calme ou posé. C'est vrai que le jour où vous vibrez un peu plus positif, d'accord, sans être dans un pardon aveugle, mais que vous commencez à accepter et être plus positif, là, c'est à ce moment-là que vous pouvez petit à petit glisser une vidéo, peut-être pas tout balancer d'un coup, y aller quand même doucement, progressivement cette fois-ci. Si on peut manipuler dans le bon sens, influencer. Je préfère influencer. Parce que manipuler, en général, c'est que vous obtenez des personnes, des comportements contre leurs valeurs. Que influencer, on peut quand même influencer positivement sans aller contre les valeurs des gens. Pour terminer, une citation que j'ai découverte à une conférence d'Idriss Aberkan qui parle d'un sociologue du XVe siècle, Ibn Khaldoun, pour quand même un petit peu se dire qu'on sorte un peu le nez du guidon parce qu'on a l'impression que ça ne va jamais aller, mais en général, c'est quand même des cycles historiques. Et il disait que les temps difficiles, donc je pense qu'on y est quand même, créent des hommes forts. On en a beaucoup parmi nous, des hommes et des femmes. Et on a quand même un leader. Il faut quand même unifier et reconnaître qu'on a besoin que la résistance soit incarnée. On a vraiment une chance exceptionnelle. Donc les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes de paix. Donc on va y arriver. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Et vraiment, vraiment, promis pour terminer, je sais qu'il y a beaucoup de mamans parmi vous, de papas aussi, et des mamans louves. Et de temps en temps, elles me disent « Qu'est-ce que je peux faire ?» Parce qu'on veut être en action, on distribue les tracts. Et qu'est-ce que je fais? Un sentiment d'impuissance, voilà, quand même, peut se ressentir, parce que c'est quand même un marathon. Et dites-vous que vous êtes un modèle. En psychologie, on dit « Donner des leçons, ça ne marche pas forcément. Par contre, être un exemple. » Et rien que le fait de savoir dire non, de dire « je ne suis pas d'accord », comme il dit Carlo, « je ne suis pas d'accord », et même ne pas vous faire focaliser l'attention, comme ils font, de nous monopoliser l'attention, d'accord ? Mais déjà, vous êtes un exemple pour vos enfants, vous envoyez des bonnes énergies, et ils s'en rappelleront même plus tard, parce que ce n'est pas sûr que d'autres... voilà, bon, je ne vais pas vous déprimer, mais ça peut revenir, les temps totalitaires, d'accord ? Donc vraiment vous dire que l'importance de l'être, de pas, quand on peut agir, ok, mais déjà d'être, c'est déjà énorme. Et donc voilà, j'espère qu'on va petit à petit remonter de l'autre côté de la vallée.